Merci beaucoup Yvan, j'espère que tout est OK, l'image, le son. Vous avez vu, j'ai même fait l'effort de mettre une jolie cravate pour être à la hauteur de la qualité évidemment du public et des autres intervenants. Je voudrais évidemment tout d'abord commencer par vous remercier chaleureusement pour cette très belle initiative et ces rencontres Africa, à la fois les clips évidemment de Class Expo autour de Marc Hofmeister, l'AIRF avec son président Laurent Wauquiez. Je sais également que le fondateur Thierry Cornillet nous suit depuis ce matin et a l'habitude également de participer à des rencontres de ce type, et puis évidemment l'équipe d'Yvan. Et puis je voudrais pas manquer ces remerciements de démarrage sans saluer également toute l'équipe de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est mobilisée autour de Bruno Chiaverini et qui également est là en soutien. Un mot très rapide d'introduction pour dire que l'objectif de ces rencontres, c'est évidemment de créer du lien entre les collectivités et le secteur privé, de montrer qu'il y a des projets, de montrer qu'il y a aussi des solutions et qu'il y a une parfaite combinaison et complémentarité et même une communauté d'intérêt entre le développement économique, le développement des territoires et également la transition écologique ou la transition énergétique. Ça, c'est le premier point. Je voudrais également dire qu'on est très heureux, nous, à l'Institut international pour la francophonie, de participer, même si c'est avec un rôle d'animation et pas un rôle de contribution. Nous restons modestement sur l'animation, mais on est très heureux parce que l'Institut international pour la francophonie fait partie de l'écosystème qui existe à Lyon avec l'AIRF, la région et plein d'autres partenaires autour de la francophonie. Nous sommes un institut dédié à l'objet francophonie. On fait de l'enseignement, de la recherche sur l'objet francophonie. On a même des formations sur le développement durable qui tournent autour du développement durable avec des masters, des diplômes d'université évidemment. Et on a une université francophone d'été que je cite puisqu'un certain nombre d'élus qui participent à ces rencontres sont aussi des auditeurs de notre université francophone d'été. Et donc on voit qu'il y a des partenariats aussi qui se créent sous cette forme-là. Donc vraiment un grand merci pour nous avoir associés. En termes de contextualisation de la table ronde qui va s'ouvrir dans un instant, je dis un mot très bref. Je vais reprendre en fait ce que disait Jean-Pascal Tricoire. Jean-Pascal Tricoire, c'est le PDG de Schneider Electric. On a déjà eu des intervenants tout à l'heure de Schneider Electric, donc c'est évidemment un des grands opérateurs en matière de transition énergétique. Et Jean-Pascal Tricoire explique régulièrement, quand il fait des interventions, des webinaires ou des conférences, même à l'Assemblée générale de ses actionnaires, que l'accès à l'énergie est, je le cite, une condition, pour pas dire la condition essentielle, à la fois de l'émancipation des individus et du développement des territoires. Et je crois que cette formule, elle résume bien effectivement les enjeux, avec une particularité, puisque nous, on va parler un petit peu plus d'électrification et notamment des zones rurales, c'est que les zones rurales, par définition, ce sont des zones qui souvent sont un petit peu plus isolées que les autres, avec des problématiques parfois géographiques, voire climatiques, qui font qu'il faut du matériel robuste, il faut des solutions qui fonctionnent, il faut qu'il y ait des solutions pratiques également en termes de maintenance. Et donc, tout ça sont des aspects qu'on verra tout à l'heure dans un instant avec nos différents intervenants. Nous allons, dans quelques secondes, entamer, je dirais, et rentrer dans le vif du sujet avec une vidéo qui verra l'expression du président Anako, qui est le président de la région d'Agadez du Niger. Et puis après, je reprendrai la parole pour vous donner très rapidement les 2-3 règles du jeu de cette séquence que nous allons ouvrir sur les réseaux, les mini-réseaux, et puis la question de l'électrification en zone rurale. Et puis, nous enchaînerons évidemment avec les différents intervenants. Notre temps est évidemment compté. Je m'excuse d'avoir fait cette introduction déjà trop longue. Et si tout va bien, nous allons ensemble visionner le message que souhaitait nous adresser le président Anako avec, je crois, un beau projet de territoire. La région d'Agadez, c'est d'abord les 2 tiers du territoire du Niger. Donc elle est limitée au nord par la Libye et l'Algérie, à l'ouest par le Mali, à l'est par le Tchad, au sud
par la région de Maradi et de Tawa, et à l'est aussi par la région des Zender. Donc nous pouvons dire que la région d'Agadez, c'est la région la plus vaste du Niger, avec à peu près 700 000 km², et 15 communes, collectivités territoriales. Donc c'est là où les communes sont espacées et généralement avec des moyens de communication sur le plan transport très difficile. Et bien entendu, avec les flux migratoires des années passées, la région a enregistré un nombre important de personnes. Ce qui fait que l'énergie au niveau des centres urbains ne peut plus suffire aux populations, avec la pression démographique qui s'ajoute. Donc cela nous a amené à nous inquiéter avec la rareté de cette source énergétique, parce qu'il faut dire qu'à Agadez, on a la société nigérienne de charbon, donc c'est elle qui alimente la ville d'Agadez et la ville d'Arlit et celle de Tirozérine. Ça veut dire que toutes les autres communes ne sont pas électrifiées. Elles ont bénéficié de certains programmes de l'État. Donc ça veut dire que nous avons un besoin énorme. Ce qui nous a amené au Conseil régional de faire des démarches pour approcher des partenaires, notamment l'Union européenne, où nous avons fait des requêtes à travers le ministère de l'Énergie, qui nous a facilité, bien entendu, tous ces contacts. Et ça nous a permis d'avoir une subvention de l'Union européenne de 50% et un prêt. L'AFD a donné un prêt à l'État du Niger, ce qui nous a amené à acquérir très prochainement, certainement, une centrale hybride solaire de 19 mégawatts, qui est une très bonne chose. Donc si le programme se réalise tel qu'on l'a souhaité au Conseil régional, notre vision, il faut que pendant les 30 ans à venir, qu'on arrive à électrifier toutes les communes et villages. Avec les redevances qui vont tomber à la région, on va créer un fonds de développement régional, où chaque année, c'est une commune qu'on va électrifier, ainsi de suite jusqu'à 30 ans. Donc voilà un peu notre vision par rapport à cette source énergétique, parce que nous ne pouvons pas faire du développement sans énergie. Ça, nous sommes convaincus de cela. La centrale, je disais, elle est de 19 mégawatts. Il y a 6 mégawatts en diesel et 13 en solaire. Et c'est un projet, bien sûr, du Conseil régional d'Agadez. Mais la mise en œuvre laisse à croire que c'est la Nigélec qui va s'en occuper. Donc cette centrale, on a déjà les sites identifiés au niveau de la commune d'Agadez. Ils nous ont octroyé un terrain, un grand terrain. La société qui devrait normalement installer cette centrale est identifiée aujourd'hui, le groupe donc, qui doit s'en occuper. Donc nous pouvons dire qu'elle va démarrer très prochainement.
Le projet, il est bien avancé, parce que je vous dis, il commence à prendre forme. Seulement, ça fait depuis 2018-2019. Ça a pris trop de temps. Et là, vraiment, nous lançons un appel quand même à nos partenaires d'accélérer ce dossier, parce qu'il est attendu quand même par les populations. Dans le processus de décentralisation, c'est vrai, l'énergie n'est pas aperçue comme une compétence locale. Mais de mon point de vue, l'énergie telle que je viens de la définir, elle doit revenir à la région, à la commune. Parce que l'énergie, c'est à travers ça que nous pouvons développer nos territoires. Donc si les décideurs et ailleurs, même pour électrifier un petit village, on sait comment ça se passe dans nos pays africains, les lenteurs administratives. Même pour accéder à une autorisation, ça prendra du temps. Rien que cette centrale, vous voyez, ça fait 4 ans. On est là-dessus, on n'arrive pas à l'avoir, tout simplement parce que les décideurs sont ailleurs. Donc moi, je pense que l'énergie doit revenir désormais aux régions. Merci pour cette vidéo. On voit bien à la fois le projet de territoire et en même temps, on voit la notion d'implication et de durée. C'est un projet, le président Anako l'a dit, qui engage en fait la collectivité sur près de 30 ans. Donc on voit bien qu'on est à la fois sur des solutions qui nécessitent des mises en œuvre très rapides, mais qui auront également des résultats et une pérennité. Nous allons avoir quasiment entre 10 et 12 intervenants qui vont se succéder et à qui je vais évidemment laisser la parole, puisque vous attendez évidemment avec impatience leurs solutions, leurs propositions, leur vision de notre problématique. Un rappel du jeu très rapide, nous avons en fait entre 4 et 5 minutes à peu près par intervenant. Vous avez la possibilité évidemment de commenter via le chat en direct avec la petite appli que vous avez sur la plateforme. Chaque intervenant a également une structure où vous avez normalement des fiches de présentation qui vous sont accessibles. Et l'objectif, c'est de profiter évidemment de ces rencontres pour contacter, créer des rendez-vous, demander des rendez-vous, créer des passerelles en fait entre vous. Et c'est quelque chose qui va pouvoir être possible, faisable, d'ici jusqu'à 2-3 semaines après les rencontres. Donc c'est vraiment un outil relationnel avec des présentations et surtout derrière une mise en relation. Je n'oublie pas de vous citer que vous avez une conférence très attendue sur le financement à la fin d'après-midi, une conférence évidemment de très très haut niveau. Et donc pour lancer le débat et cette série de pitch, de présentation, comme on dit en bon francophone, je cède tout de suite la parole à Frédéric Romer. Frédéric est le directeur d'une société qui s'appelle Ecosun Innovations. C'est une société qui se situe dans le Grand Est, c'est une région en gros au nord-est de la France. Et donc évidemment, je lui passe la parole. Merci beaucoup pour la parole. Merci à toutes les personnes présentes, aux organisateurs. Donc, comme ça a été introduit, je vais vous parler et partager une présentation sur les systèmes solaires pour les sites isolés. Donc, je ne sais pas si c'est visible je dirais, pour tout le monde. Je dirais, si on fait une rapide introduction du groupe Ecosun, dont je suis un des associés fondateurs et également président de la société Ecosun Innovation. Si on fait une rapide introduction, le groupe Ecosun est un acteur transversal du solaire sous toutes ses formes. On est, je dirais, dans ce métier multicasquette, mais c'est important également, ça nous permet de bien comprendre les fonctionnements. On est à la fois producteur d'énergie, c'est-à-dire avec une casquette d'investisseurs, développeurs de projets. On est installateur de panneaux solaires, donc là, c'est surtout des installations toiture, c'est ce qu'on appelle chez nous couramment le solaire conventionnel. Et ce qui nous rapproche aujourd'hui, c'est les solutions solaires plug and play pour les sites isolés.
Je crois que ça a été très bien introduit tout à l'heure, ou le besoin en tout cas a été bien exprimé tout à l'heure par le président Anaco. Pourquoi on a décliné ou développé des solutions solaires mobiles? C'est pour répondre justement aux problématiques qu'il peut y avoir en Afrique, qui sont très très différentes du contexte européen. C'est des problématiques de température, de distance, d'hygrométrie, de poussière, d'accès. Je dirais, la plupart du temps, c'est du haut réseau, donc on n'est pas dans une problématique de raccordement d'une centrale conventionnelle à un réseau, et c'est ce qui nous a fait développer des solutions tout à fait originales, innovantes et brevetées de centrales solaires containerisées qui sont, je dirais, prêtes à déployer. Donc pour des usages extrêmement, je dirais, rapides et une électrification rapide. Donc, sur le principe, vous voyez une petite vidéo qui défile sur la partie basse. C'est une centrale solaire dans un conteneur. Tout est pré-câblé, pré-testé, autonome, avec des batteries. On occulte le génie civil. On vient poser ça sur le sol. L'exemple qui défile, c'est un exemple au Sénégal. Donc, ça descend du camion et l'électricité est disponible le jour même ou l'après-midi même, dans ce cas-là. C'est important parce qu'on est dans des problématiques d'environnement ou de contexte très délicates. Ça a été cité tout à l'heure sur le cas du Niger. Il n'est pas rare de voir des installations conventionnelles qui essaient de se mettre en place parfois sur des périodes de 3 ans, de 4 ans. On a eu un exemple tout à l'heure. Alors que là, on arrive avec un système complet, des batteries qui arrivent dans un ensemble, une cellule isolée, climatisée. Tout est pré-paramétré, on peut hybrider du diesel si on le souhaite en secours, et c'est des solutions toutes prêtes, je dirais prêtes à brancher. Alors, il existe, le temps ne nous le permet pas, il existe différentes solutions, je dirais containerisées. Là, je vous ai présenté la solution mobile, mais on a également dans la gamme des solutions semi-mobiles, ainsi que des solutions stationnaires. Là, on est plus typiquement dans l'électrification rurale. Donc, ça permet de répondre, je dirais, à tous les cas de besoin. L'Afrique nous est très bien connue, puisqu'on a des installations au Sénégal, on a des installations au Mali, il y a des projets en cours en Côte d'Ivoire, on a des installations qui sont en train d'être livrées dans la région de Thiès pour de l'irrigation. On en a qui vont être livrées dans la région de Kéniéba, donc à proximité du Mali. Donc voilà, au Mozambique, la Zambie, j'en passe. Donc il y a énormément de systèmes qui sont déjà mis en œuvre, qui ont fait leurs preuves. Donc on n'est plus dans le concept. Peut-être, je dirais, on parle de ces produits-là rapidement aussi. Les puissances du container, on va de 9 à 140 kW crête au sein d'un même container. Là, on est sur des solutions un peu plus petites, mais plus mobiles aussi, qui sont des remorques solaires, qui sont, je dirais, qui existent en 12 ou 18 panneaux, avec des systèmes originaux de mâts d'éclairage intégrés pour électrifier un village, accompagner des opérations sur des champs, par exemple, ou tout autre type d'application. Très rapidement également, des cadres solaires prêts à poser sur des containers existants, des bases vie existantes ou des bungalows. C'est des systèmes dépliables, toujours dans la même logique du pré-paramétré, pré-câblé, prêt à l'emploi. Ensuite, on arrive, je les passe rapidement, dans les activités, ce qu'on appelle en Afrique génératrices de revenus. Ça a été dit ce matin dans une présentation, l'électricité, oui, mais elle est surtout intéressante quand elle permet de générer des activités agricoles, d'emploi, industriels, manufacturières. Donc, pour certaines activités, il faut de l'eau, notamment de l'eau d'irrigation. Donc, on a développé en partenariat avec une société française qui s'appelle Mascara le produit Osmowatt. C'est un conteneur solaire tout en un, prêt à déployer, mobile, où on peut traiter ou désaliniser, je dirais, de l'eau, ou traiter, je dirais, de l'eau saumâtre, particulièrement dans les régions, à titre d'exemple, du delta du Saloum dans le Sénégal, où les eaux sont saumâtres et on peut utiliser l'eau pour faire de l'irrigation. Un autre grand sujet qui a été évoqué ce jour, c'est la conservation des aliments. Donc, on a développé, toujours sur le même concept, des solutions plug and play rapidement déployables et mobiles de containers solaires de réfrigération pour des maintiens en température de fruits, de légumes,
Voilà, et tout ce qui peut être de viande, de boissons. Actuellement, ça peut être des thématiques de santé également. Tout ça autonome avec de l'énergie solaire et déployable, je dirais, d'un endroit à un autre. Voilà, je dirais pour les gammes dans les grandes lignes. Ce qui est particulièrement important de citer, c'est la possibilité aussi, puisqu'on a dans notre capitale également un grand groupe que vous connaissez tous qui est EDF, on a la possibilité de manière conjointe de répondre à des solutions conjointes, parce que le CAPEX de ces solutions, les investissements sont importants, on parlera de financement tout à l'heure. On a la possibilité, suivant les projets, de répondre en clé en main, c'est-à-dire en offre de location de systèmes, voire même de contrats de vente d'énergie pour les collectivités qui pourraient être intéressées par ces formules-là. On sait que les leviers de financement parfois sont complexes, c'est des schémas extrêmement longs, donc toujours dans la logique d'aller vite et de déployer rapidement à la fois des systèmes et des concepts. Je dirais, on a ces possibilités-là qu'on offre. Voilà, j'espère que j'ai été dans le timing et merci beaucoup. On est à disposition via le site internet, via la plateforme d'échange, donc pour tout type de projet, vous accompagner. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Vous étiez quasiment dans le timing et donc du coup vous mettez la barre très haut pour les autres intervenants qui vont faire comme vous et respecter scrupuleusement le temps de parole. Et l'autre intervenant, justement, on va retrouver un autre intervenant, c'est Monsieur Sarkis Armoudian. Alors on était dans le Grand Est, une région qui est dans le nord et l'est de la France. Et là on revient en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous êtes, Sarkis, le responsable du développement et des affaires de Tetradis. Évidemment, vous allez nous expliquer ce que vous faites et ce que vous proposez. C'est ça, bonjour à tous, merci pour l'introduction. Eh bien, oui, tout d'abord, merci encore une fois aux organisateurs de cette journée, puisque, excusez-moi, je suis en train de faire mon partage en même temps. Puisque c'est une journée très riche et qui nous donne l'occasion justement d'échanger et de pouvoir venir nous présenter. Donc, comme vous l'avez dit, moi je m'appelle Sarkis Armoudian, je m'occupe du développement des solutions d'énergie chez Tetradis. Tetradis est une société française basée en région lyonnaise, dont le siège est à Saint-Quentin-Fallavier. Nous avons également une agence sur Paris. Nous existons depuis 2003, nous sommes présents dans 35 pays à l'international, notamment en Afrique. Nous avons 70 collaborateurs et notre métier, c'est de concevoir et fabriquer, également distribuer des solutions pour déployer les réseaux, mais également la brique énergie. Donc, historiquement, on était plutôt sur les solutions pour déployer les réseaux très haut débit avec du cuivre ou de la fibre optique. On est également présent à l'intérieur des bâtiments, aussi bien dans le tertiaire que les bâtiments industriels avec tout ce qui concerne les baies et les solutions RJ45. On a également une brique sécurité avec des solutions de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la partie énergie. Et ça a été dit plusieurs fois, mais on est convaincu que concernant le développement des territoires, il n'y a pas de développement et de mobilité sans accès à l'énergie. Donc, on appuie beaucoup sur cette brique énergie. Nos gammes de solutions. On a essayé de décliner des solutions prêtes à l'emploi, je dirais, pour l'ensemble des applications, mais on est également capable de travailler sur la base d'un cahier des charges, de spécifications précises par rapport à un besoin client et un site, sur des solutions complètement sur mesure. Si je reviens aux solutions qu'on a au catalogue, on a des solutions hybrides où on vient combiner différentes sources d'énergie, en particulier de l'énergie renouvelable, donc solaire sur ces solutions-là, éventuellement de l'éolien. On a parlé tout à l'heure également de présence de nombreux fleuves en Afrique. On pourrait éventuellement imaginer ajouter de l'hydrolien. Et on a décliné une première gamme de solutions qu'on a appelée la BETI, la borne énergie télécom intelligente, puisqu'au départ, on était surtout sur les réseaux de télécom. On a également des solutions hybrides modulaires, et là, on va pouvoir monter beaucoup plus sur des puissances qui vont permettre d'alimenter des villages ou des solutions telles que celles qui nous intéressent aujourd'hui. On a aussi des solutions solaires avec différentes gammes. Une gamme solaire à laquelle on peut également adjoindre de l'éolien, une gamme purement solaire. Et on a packagé des solutions type PowerCam qui permettent de manière autonome d'alimenter une caméra. Et c'est des solutions qui sont mobiles et déplaçables très facilement. On propose également des solutions d'autoconsommation photovoltaïque,
à titre individuel ou collectif, avec des installations sur le toit des infrastructures ou éventuellement ombrières solaires. Et enfin, quand on est dans le cas de réseaux instables ou de mauvaise qualité, on propose des solutions pour venir sécuriser la source d'énergie. Nos points forts, on a beaucoup, ça a été dit auparavant, et on a beaucoup travaillé sur l'accompagnement et le suivi. C'est-à-dire qu'on a un bureau d'études en interne qui permet effectivement de travailler sur l'étude et le dimensionnement des solutions en choisissant scrupuleusement les bonnes sources d'énergie par rapport au site du projet sur lequel on va venir faire l'installation. On va travailler sur le dimensionnement et pour ça, on a développé des outils qui permettent de faire des simulations et on va venir simuler la consommation, la production des différentes sources d'énergie, le stockage. On va venir tester le taux de disponibilité de notre solution et travailler également sur les coûts, aussi bien le coût CAPEX de la solution que les coûts d'exploitation associés à cette solution. Ensuite, on va accompagner sur le terrain la mise en place de ces solutions sur la partie installation et mise en service. On l'a vu tout à l'heure sur certaines solutions. Également, on travaille sur des solutions qui sont pré-paramétrées en atelier, c'est-à-dire c'est du plug and play une fois que ça arrive sur site. Et on participe à la mise en service de l'installation sur le terrain, ce qui nous permet, un point très important et ça a été dit, de transférer les compétences via une formation aux équipes terrain de manière à les rendre autonomes et opérationnelles sur un minima ce qu'on appelle des niveaux 1 et 2 de la gestion, la maintenance et l'exploitation de la solution. Et enfin, nous, notre but à ce niveau-là, c'est plutôt d'essayer de nous effacer, de rester en soutien à la vie de ces solutions, au travers d'un système de supervision et de pilotage distant qui est très performant, qui est vraiment un pur développement interne, et qui nous permet à distance de voir ce qui se passe et d'accompagner l'exploitant sur la maintenance et la vie de la solution, c'est-à-dire les évolutions possibles de la solution et les problèmes éventuels qui peuvent se produire sur cette solution. Donc, nos solutions d'énergie de production sont vraiment au cœur des différentes applications qui nous concernent aujourd'hui, comme par exemple pour alimenter des bâtiments type école, tout ce qui concerne la formation, mais également l'apprentissage, des bâtiments de santé, des hôpitaux de brousse ou des centres de soins. On l'a vu sur la partie infrastructure des télécoms, où on peut alimenter des pylônes, mais on peut également imaginer alimenter un point Wi-Fi dans un village qui permet de donner accès, encore une fois, aux données et au réseau aux habitants. Différentes infrastructures de vie et d'accès à l'énergie, on parlait tout à l'heure d'éclairage, ça peut être également le cas. L'accès à l'eau, on a un partenaire qui s'appelle la Baronne Citaf et qui fait des citernes souples pour venir stocker de l'eau. Donc ça, c'est vraiment un point fort qu'on développe avec ce partenaire. Et enfin, ces solutions, pour permettre le développement justement de ces territoires, vont permettre également de fournir de l'énergie pour des commerces, du petit artisanat local ou la vie économique sur place. J'ai mis quelques cas d'usage type qu'on a ici. Je vais essayer de rester dans le timing, donc je vais faire bref. J'ai commencé par une solution hybride type Betty, la borne énergie télécom, qui est quand même finalement notre ADN, c'est de là où on vient, qui alimente des antennes de téléphonie mobile. Ça, c'est un cas d'installation en France, avec une solution combinée qui présente des panneaux solaires, du stockage batterie, un groupe électrogène, une cuve de carburant et le fameux système de pilotage, notre C-Box, qui permet d'optimiser le fonctionnement des différentes sources et de réduire les coûts de production des énergies en privilégiant toujours l'énergie solaire, les énergies les moins chères. Là, on a le cas d'une solution de sécurisation, c'est sur un site central de la gendarmerie à Lomé au Togo, où on vient sécuriser la CET, qui est l'équivalent de l'EDF avec des coupures très régulières et une qualité sur les 3 phases qui est assez fluctuante, je vais dire ça comme ça. Là, on a le cas d'une solution hybride qui est tout à fait une solution sur mesure, qui est composée de 2 containers en bois très particuliers qui ont été héliportés. Et là, on est sur des conditions extrêmes. Alors, à l'inverse de l'Afrique, là, on est plutôt sur des conditions extrêmes en termes de froid, puisqu'on descend sur cette aiguille du Midi, là, 3290 mètres, à plus de moins 25 degrés l'hiver et qu'on monte à 15 degrés l'été, donc une amplitude thermique très importante. Là, à côté, on a illustré le cas d'un site solaire existant en Guyane qui alimentait une station de 3 kW constant sur 24 heures et on a multiplié par 4 la puissance de cette station. On a fait un upgrade, un redesign avec des batteries lithium, des onduleurs et des régulateurs beaucoup plus performants et toujours le système de supervision et de pilotage. Merci, Sarkis. Et ben voilà, on est pile dans les temps. Je vous remercie pour le temps, je vous remercie pour l'écoute. Évidemment, je suis à votre disposition pour toute question et complément éventuel. Un grand merci, c'est évidemment très frustrant de vous couper, je sens que vous aviez encore des choses à nous dire, mais malheureusement, il faut absolument qu'on garde l'équité du temps de parole pour l'ensemble des intervenants. Merci. Et donc, sans plus attendre, je vous remercie vraiment de votre compréhension et je passe la parole à Boubacar Diallo,
Boubacar, vous êtes le fondateur et le CEO de… Alors, c'est une entreprise, vous allez d'ailleurs nous dire comment on doit la nommer. Elle s'appelle, on le voit derrière vous, B-E-N-O-O. Est-ce que c'est… Vous pouvez dire Benou. Vous pouvez dire B-N-O-O. Benou. Vous pouvez dire Benou. 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 Eh bien, vous avez la parole pour nous présenter Benou, sachant que vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, donc plein ouest par rapport à Lyon. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'IRF pour l'organisation de cet événement et d'avoir réussi à réunir l'ensemble des collectivités territoriales africaines, et aussi à l'organisateur pour nous avoir livré cette magnifique plateforme d'échange malgré cette période de confinement. Donc, je suis Boubacar Diallo, je suis le fondateur de Benou Énergie. Benou Énergie est une entreprise dont la raison d'être est de promouvoir la transition énergétique et la transformation numérique en Afrique. Et pour cela, on fait des choses, on facilite l'accès à des équipements performants. Donc, ça peut être des équipements solaires ou des équipements efficients comme des congélateurs ou des frigos. Et on apporte aussi des outils numériques adaptés aux problématiques des entreprises. On travaille aujourd'hui au Togo, au Burkina Faso, au Sénégal, Ghana, et également en Tunisie. On a une habitude déjà de travail et de coopération avec les collectivités territoriales. On travaille avec la région Nouvelle-Aquitaine principalement, et aussi avec la région Normandie, principalement avec les coopérations décentralisées, sur des projets d'accès à l'énergie. On a un focus très important sur tout ce qui est projet usage productif. C'est notre particularité, notre spécificité, que ce soit sur des projets en autoconso ou sur des projets plutôt mini-réseau et d'électrification rurale. Donc les collectivités, et aussi on travaille avec des acteurs privés dans l'agroalimentaire et aussi des acteurs eux-mêmes dans l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément une entreprise qui développe sa propre technologie de fourniture d'énergie. On est plutôt sur la partie études et aussi sur la partie digitalisation des besoins des entreprises. Mais par contre, on intervient dans différentes gammes de projets. On peut être sur des projets de petite taille pour alimenter des petites boutiques rurales que l'on retrouve assez régulièrement dans la plupart des pays. Là, on est au Togo. C'est des boutiques qui ont souvent des besoins de froid pour vendre du poulet, du poisson, de la boisson fraîche. C'est le type de boutiques qui ont une très forte valeur ajoutée en local. On peut également travailler sur des projets de kiosques solaires. Ça, on l'a fait au Togo avec le soutien de l'ADEME en 2018. Là, c'est des boutiques que l'on va essayer de mettre en place clé en main, en s'appuyant sur les ressources locales, les équipes locales, pour mettre en place des business aussi qui vont tourner autour de la problématique du froid, mais avec des besoins en énergie plus importants, car c'est des entreprises qui vont agir comme des grossistes. Et enfin, des solutions plus importantes, containerisées pour des unités de transformation agricole, par exemple. Donc maintenant, si on revient à la problématique de l'électrification rurale, nous, notre façon de voir les choses, c'est que l'électrification rurale va être portée principalement par les usages productifs. On a tendance à voir dans les chiffres que les foyers représentent le plus gros du nombre de connexions, mais la réalité, c'est que la consommation d'énergie en zone rurale est faite par les entreprises en termes de niveau de consommation. Donc, il est très important de focaliser toute action d'électrification rurale sur la problématique d'abord des entreprises, pour améliorer leurs conditions de travail, pour améliorer leur capacité à générer de revenus et, par conséquent, leur capacité à créer de la richesse dans les villages dans lesquels ils opèrent. C'est très important parce que cette création de richesse est celle qui va permettre au foyer derrière de pouvoir avoir accès à d'autres solutions de fourniture d'énergie. Le problème que l'on voit et que l'on constate régulièrement, c'est que quand on parle d'entreprise en zone rurale et de manière très générale, le problème principal, c'est que ce sont des entreprises informelles. Et quand on parle d'une entreprise informelle, ça veut dire aussi que la qualité des données que l'on peut obtenir de ces entreprises est très faible, parce qu'il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de chiffres, il y a beaucoup de comptabilité qui se fait au carnet. Et lorsque vous n'avez pas de chiffres, lorsque vous n'avez pas de résultats, c'est très difficile de mettre en place une solution solaire en place avec des gens qui vont être capables de payer. C'est très bien d'être dans des projets subventionnés, mais le but à long terme, c'est quand même d'aller sur des projets qui vont pouvoir porter du développement économique à long terme.
Donc nous, ce que l'on a fait, ce qu'on a mis en place, c'est en plus de pouvoir accompagner les projets dans leur mise en place, on accompagne aussi l'ensemble des entreprises et des business qui se connectent à des mini-réseaux ou à des systèmes en autoconsommation en leur mettant à disposition une application mobile qui leur permet de gérer leurs ventes, de suivre leur activité, de suivre des commandes et aussi de gérer tout ce qui va être leasing d'équipements associés à de la production d'énergie. Parce que c'est très bien de se connecter à de l'énergie, c'est un vecteur, mais derrière, il faut des équipements. Et cet investissement en équipement, aujourd'hui, il est très mal financé par l'ensemble des acteurs financiers et nécessite un support complémentaire. Aujourd'hui, en termes de business model, on se retrouve dans deux types de configurations d'utilisation de cette application-là. Quand on est sur du petit entrepreneur, on met en place des solutions de leasing associées à l'application mobile, qui est quasi obligatoire en utilisation, et l'entrepreneur fait son reporting et son activité et paye son leasing pour son équipement, un congélo et un système kit solaire. Où on va être aussi sur des projets plus larges de mini-réseaux dans lesquels l'application mobile va plutôt servir comme un gestionnaire unique entre des centrales, des mini-centrales multi-activités dont on a pas mal parlé aujourd'hui et des usages productifs plus petits que l'on va retrouver dans ces zones rurales. Voilà, je pense que j'ai respecté le timing. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez nous rejoindre tout à l'heure dans notre espace ou sinon nous écrire ou nous téléphoner pour échanger. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette parfaite maîtrise du temps de parole qui est à la fois exemplaire et évidemment très précieux, puisque grâce à vous, on a à la fois vu avec beaucoup de précision votre analyse de la problématique et la solution que vous préconisiez, que vous pouviez proposer. Et en complément, on va passer la parole sans plus attendre à Youssef Akeley qui nous a rejoint. Youssef, vous êtes responsable d'export d'une entreprise qui s'appelle Erma Energy. Vous êtes vous aussi en Nouvelle-Aquitaine et vous allez donc nous présenter vous aussi vos activités et puis encore une fois vos solutions. On est dans la foire aux solutions depuis ce matin, donc on est très impatient de connaître la vôtre. Ok, bonjour à tous, merci d'avoir organisé cette journée en tout cas, merci à vous d'être là pour découvrir un peu nos solutions. Donc effectivement, oui, je suis responsable export au niveau d'Erma Energy et nous sommes un spécialiste de solutions hybrides automatisées, multi-énergie. Donc à l'heure actuelle, on fait partie du groupe Charbonnier. Donc le groupe Charbonnier, c'est un peu plus de 400 personnes. Leur principale, la principale activité du groupe, c'est l'électronique, qui sont spécialisés dans le câblage spécifique, notamment pour des sociétés telles qu'Airbus, Safran, etc. Donc c'est vraiment du câblage très spécifique destiné à l'aéronautique. L'hybridation avait commencé à l'époque dans Erma Électronique et en 2017, on a décidé le groupe a décidé de fonder une entité à part entière qui s'appelle Erma Energy. Et aujourd'hui, nous sommes le spécialiste du couplage des énergies au sein du groupe. Ce que l'on fait, c'est de développer et de fabriquer des générateurs d'électricité hybride avec notre EMI. Donc l'EMI, c'est notre système qui nous permet, disons, de paramétrer les différents flux énergétiques pour répondre à des besoins spécifiques. Donc tout ça, ça se fait avec des audits énergétiques. Après, derrière, on aura forcément des simulations par rapport à la localisation géographique, etc. Et les principaux marchés auxquels on répond, c'est le off-grid, donc le hors-réseau, le bad-grid, ou ce qu'on appelle, disons, le réseau sommaire instable, le télécom, notamment pour l'alimentation des antennes relais, et puis le mini-grid, donc les mini-réseaux. Voilà. Forcément, les objectifs, c'est d'apporter une production énergétique à tous avec forcément une sécurisation de cette production d'électricité. Donc rapidement, au niveau de l'hybridation, ça a été dit et redit là, par rapport aux présentations précédentes. Il s'agit en fait de combiner plusieurs sources d'énergie. Ça peut être du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, avec éventuellement une énergie non renouvelable ou le réseau électrique éventuellement pour alimenter un besoin. Et le tout, c'est d'avoir une unité qui va pouvoir réguler tous les flux d'énergie selon la demande et gérer le mieux toutes ces énergies-là, soit en les stockant sur batterie, soit en alimentant directement. Donc le but, c'est de forcément maximiser la production d'énergie renouvelable,
mais c'est aussi d'assurer une production d'électricité constante lorsque voilà, les énergies renouvelables ne sont pas disponibles suffisamment. En pleine nuit, vous n'avez pas de soleil. S'il fait couvert pendant une semaine, ben, vous n'aurez pas suffisamment de production photovoltaïque. L'hybridation répondra de toute façon à un besoin énergétique. Et enfin, le fait d'avoir une hybridation, ça permet d'avoir plusieurs sources d'énergie. Donc, on peut avoir toujours à disposition une source de production, même si elle ne sera peut-être pas suffisante pour tous les besoins, mais on aura toujours de l'électricité. Ça, c'est voilà, c'est le but. Pour plus d'informations, vous avez une petite vidéo là sur notre site. J'ai mis le lien en présentation, qui est disponible sur le site. Au niveau de notre gamme de produits, donc nous, la gamme de produits, elle est découpée en termes de puissance. Donc, vous avez, en fait, on a des solutions qui partent de 300 watts et on peut aller jusqu'à 8 mégavolt-ampères. Donc là, c'est de la solution conteneurisée. On va dire, dans notre gamme, on a des produits catalogues et des produits sur mesure. Donc, sur les produits catalogues, on a 3 gammes. On va avoir de la Powerbox. Donc là, c'est vraiment pour des toutes petites utilisations. Donc, plutôt, voilà, de l'éclairage, un petit frigo, une utilisation pour en site isolé pour recharger un peu de téléphone, etc. Derrière, on a aussi le MyGrid. Donc là, le MyGrid, en fait, c'est un système avec des modules. Et c'est un système de Lego, c'est un système de briques. Donc, on a des modules de 3 et des modules de 5. Et en fait, selon la puissance dont on aura besoin, on va ajouter plus ou moins de modules. Et ça va permettre d'augmenter la puissance et d'augmenter l'autonomie, le type disons, le nombre de batteries. Donc, ça permet vraiment, sur un réseau, selon les besoins, selon l'évolution des besoins, on peut venir rajouter a posteriori des modules. Et enfin, on a aussi un autre catalogue en produits standards, on va dire. On a ce qu'on appelle une solution nomade sur remorque qui est hybride. Donc là, c'est vraiment voilà, pour de l'événementiel, pour du BTP, etc. Nos produits sont disponibles en batterie plomb et en batterie lithium. Donc chacune avec leur avantage, leur désavantage. La batterie plomb, bon, c'est très accessible. Après, elle a une durée de vie moindre que celle en lithium. Et elle a ce qu'on appelle une capacité de charge, une capacité d'énergie utile moindre que celle d'un lithium. On sera sur 50% sur une batterie plomb et sur une lithium, on va être de l'ordre de 80-90%. Après, le prix n'est pas le même, mais la durée de vie est aussi bien supérieure en lithium. Donc, voilà. Comme je vous disais, on a aussi des produits sur mesure et là, on rentre dans le conteneurisé. Donc, le Green Module, le Green Station et le Mega Green. Donc, ça, voilà, ça se fait à travers une étude spécifique pour des besoins bien identifiés. Et derrière, voilà, selon la géométrie du site, le client peut demander à avoir le groupe électrogène à l'intérieur du conteneur ou à l'extérieur. Donc, ça, voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Et là-dessus, comme je vous disais, on peut aller jusqu'à 8 mégavolt-ampères à l'heure actuelle. Au niveau des avantages de nos systèmes hybrides, en tout cas de notre concept, on a déjà, la première chose, c'est que c'est des systèmes évolutifs. C'est-à-dire qu'en termes de budget, à l'heure actuelle, si par exemple vous avez un groupe électrogène sur un site, votre CAPEX, effectivement, le coût d'achat initial est très bas. Attention, il va falloir conclure. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, votre OPEX, comme je vous disais, est plus élevé par rapport à la consommation de carburant. Au niveau de l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, en fait, avec nos modules, venir ajouter petit à petit. C'est-à-dire vous allez augmenter votre CAPEX progressivement, vous allez descendre drastiquement votre OPEX. Au niveau de la puissance, c'est pareil. Vous pouvez ajouter plusieurs modules les uns aux autres pour augmenter la puissance et l'autonomie. Et enfin, c'est des systèmes qui sont adaptables sur tout ce qui est, comment dire, la géographie, l'espace vacant. On aura toujours de la production énergétique renouvelable. Et enfin, bon, les systèmes sont réparables. Bon, notre système à nous, en tout cas, le paramétrage permet, disons, de garantir la pérennité des composants, que ce soit des batteries ou des groupes électrogènes. OK. Voilà. Bon. Et puis, c'est du plug and play, c'est de l'installation facile. Donc là, c'est quelques exemples d'applications voilà, qu'on avait fait par le passé. Là, on peut voir les modules l'un avec l'autre voilà,
Ce qu'on retient c'est la simplicité, la facilité de la solution également que vous proposez. C'est un des points forts que vous venez d'évoquer, s'il fallait résumer avec un mot-clé. Effectivement, c'est la principale chose, c'est la simplicité et la flexibilité du système. Eh bien, un grand merci. Sachant évidemment que tous les intervenants peuvent retrouver leur présentation, enfin mettront leur présentation à disposition et que tous les participants pourront retrouver ces présentations. Il y aura également un replay qui sera disponible à l'issue des rencontres. Et sans plus attendre, je passe la parole à Jay Bogman. Vous êtes le PDG et le cofondateur de Helios Light. Vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes. Helios, ça fait penser peut-être un peu au soleil, mais peut-être pas que, je ne sais pas. C'est vous qui allez nous expliquer ça. Merci en tout cas d'être là pour 5 minutes de temps de parole. Merci beaucoup, c'est bien noté pour les 5 minutes. Et en effet, Helios, ça fait bien une référence au soleil. Et Light, c'est notre manière un peu, je dirais, coquine, donc, de faire référence à une manière plus efficiente de produire l'énergie photovoltaïque. Grâce à notre produit, nous sommes spécialistes dans les trackers photovoltaïques et des structures qui permettent d'augmenter la production d'énergie à moindre coût. Grâce à ces mêmes technologies brevetées, donc on est capable aussi d'élargir les applications. Vous devez voir à votre écran l'exemple de 2 produits et des installations type pour nous. Donc en haut à droite, vous voyez donc un site isolé aux Émirats. À peu près 40 trackers installés donc sur un site industriel qui fonctionne avec le groupe électrogène et des batteries justement parce que nous sommes hors réseau. Donc ce produit Tracker 1AXMI est déjà installé donc dans 6 pays avec 320 exemplaires opérationnels. Nous ajoutons un 7e pays, la Grèce. Je verrai une photo à la fin de la présentation. Donc, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes le concepteur de ce produit, cette brique qui va augmenter l'efficience d'une centrale globale. Nous sommes ni développeurs, ni développeurs de fermes photovoltaïques, ni producteurs de notre produit. Donc, nous sommes le concepteur et nous sous-traitons la production et l'installation à des sociétés partenaires que nous formons, nous suivons la qualité jusqu'au bout sur tout le cycle de vie. En bas à droite, vous avez une image de notre nouveau produit. Donc, maintenant, nous sommes sur très inédite parce qu'on apporte beaucoup de solutions par rapport aux flotteurs actuels en plastique. Donc, c'est une structure que peut-être j'évoquerai dans un autre webinaire, mais pour l'instant, je reviens sur la problématique de l'accès à l'énergie et avec notre tracker 1AXMI et sur le fait que nous, en tant que, je dirais, équipiers sous l'égide d'un partenaire développeur et une région, nous sommes ravis de travailler avec vous sur votre projet. Notre solution, je reviens dessus, c'est une structure mécanique brevetée avec un boîtier de contrôle aussi développé par nos soins et qui vient les compléter pendant la vie opérationnelle avec une solution de monitoring qui aussi est accessible grâce à des applications web sur un smartphone. Et la partie basse de l'écran démontre des multiples applications et pays de climat, juste aux Émirats, donc qui est un climat similaire à l'Afrique, avec un très fort taux de corrosion, et jusqu'à la haute montagne en France où nous avons un projet pilote en cours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre solution est une solution complète, brevetée et adaptable en fonction de vos besoins. Qu'est-ce que ça apporte de suivre le soleil? Voici donc le retour que nous avons mesuré aux Émirats sur une série de projets. La séquence de gauche à droite démontre une courbe de puissance quotidienne par rapport à une structure Est-Ouest pour essayer de produire donc cette épaule élargie de production d'énergie. 64% plus d'énergie sur une journée se traduit par 31% plus au cours de l'année et avec une réduction de la saisonnalité par un facteur de 2. Cette réduction de saisonnalité, cet élargissement de production sur toute la journée permet de mieux investir dans les batteries, dans les modules photovoltaïques pour avoir une centrale
qui est plus efficient pour justement donc être capable de vendre l'énergie à moindre coût. Il vous reste 30 secondes. Et je suis sur le dernier slide. Donc, je vais laisser peut-être Franck Le Sur mentionner donc les projets d'Enectio d'électrification rurale au Sénégal. Ils nous ont retenus pour ces projets. Nous sommes ravis de travailler sur ce projet. Et également Husk, une société indienne qui fait une démarche similaire, mais qui intègre le biomasse, avec qui on va faire des projets pilotes. Ce qu'il faut retenir pour notre produit, c'est la performance économique, la faculté d'ajuster la puissance qu'il vous faut, une structure éprouvée dans des climats très difficiles, avec des outils pédagogiques pour former les gens pour être autonomes, et également la capacité de faire localement une bonne partie de la structure. Je vous remercie pour vos écoutes. Eh bien, cher Jay, c'est nous qui vous remercions pour la clarté et la qualité de votre intervention. J'ai pris pas mal de notes, en fait, déjà depuis les premières interventions de cette séquence. Et je trouve que nos intervenants sont vraiment très clairs, très précis. Donc, un grand merci à eux. Je suis certain que les autres vont être d'une tout aussi bonne qualité. On leur met un petit peu la pression, évidemment. Et sans plus attendre, on va retrouver Herman Tiandré Beogo. Vous êtes le cofondateur et le directeur technique d'une entreprise qui s'appelle Lead Engineering. Vous êtes basé au Burkina Faso et on est très heureux de vous avoir avec nous. Merci et vous avez donc 5 minutes, pas plus de temps de parole. À tout de suite. Oui, donc je disais bonjour à tous. Lead Engineering, une société d'ingénierie électrique basée au Burkina Faso. Je vais vous présenter quelques opportunités et des enjeux relatifs à l'électrification rurale au Burkina Faso. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide suivant, je vais d'abord parler du contexte au Burkina Faso avec le nombre aujourd'hui de localités qui ont été électrifiées grâce à l'Agence burkinabé pour l'électrification rurale, pour montrer à peu près les opportunités qu'il y a à saisir au Burkina Faso, avec 859 localités qui sont aujourd'hui électrifiées. En fin décembre 2020, on a aussi près de 200 projets sur des coopératives d'électricité avec plus de 4 millions de personnes qui ont maintenant accès à l'électricité grâce à ces mini-centrales et à ces mini-réseaux développés à travers les centrales solaires. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a un engouement et une demande forte sur le développement des mini-centrales et pour l'accès à l'électrification. Donc, dans le slide qui va suivre, je vais un peu vous parler de quelques projets qui sont des projets qui sont soit déjà lancés, soit en cours. Par exemple, sur le premier projet qui consiste à électrifier 35 nouvelles localités. Donc, c'est sur des appels d'offres qui permettent aujourd'hui aux entreprises, aux PME, de postuler à un groupement d'entreprises et de se positionner. Donc, nous, en tant que lead engineering, nous faisons des études de conception, de la fourniture de matériel et nous offrons également la formation pour l'exploitation, la maintenance. Et je reviendrai un peu plus tard sur l'aspect formation qui est aujourd'hui une grande demande au niveau du Burkina Faso, surtout sur les localités où il y a besoin de formation de nouveaux techniciens pour prendre en charge l'exploitation pendant les 5-10 années, par exemple, sur les mini-centrales qui sont en cours. Également, si vous remarquez sur le tableau, sur les opportunités, on a en cours des projets qui vont venir sur les acquisitions de matériel électrique, sur les supervisions ou sur de la réalisation d'études. Donc, pour ce type de marché, nous, en tant que lead engineering, on travaille sur les appels d'offres. On arrive aussi à solliciter d'autres entreprises pour des groupements. Donc, au cas où vous avez l'opportunité ou que vous êtes intéressé par un projet, vous pouvez tout à fait venir vous joindre à nous pour des groupements d'entreprises pour réaliser ce type de projet au Burkina Faso. Donc, dans le slide suivant, je parle un peu de tout ce qui est défi et tout ce qui est enjeu aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Donc, il s'agit au niveau de l'exploitant, donc local d'une mini-centrale, c'est aujourd'hui pouvoir accompagner, donc la question de financement qui revient, accompagner l'État dans le développement, bien sûr, de toutes ces mini-centrales pour l'électrification rurale. C'est aussi la possibilité de pouvoir basculer sur le réseau national parce que pour une exploitation qui reste entre 5 et 10 ans en exploitation dans une localité, et une fois que le réseau national d'électricité arrive au niveau de cette localité, c'est de pouvoir permettre ce basculement, donc ce transfert, donc qui est aujourd'hui demandé de prendre en compte dans les conceptions des mini-centrales, que ce soit pour le privé, une conception uniquement
faite par le privé ou une conception dans un partenariat privé-public. Donc, la question de la maintenance, donc je parlais de la disponibilité de pièces de rechange qui est aujourd'hui l'enjeu pour permettre à l'exploitant d'assurer la fourniture du service électricité pendant les 5 ou 10 ans suivant le contrat qui a été prescrit. Parce qu'il faut rappeler aussi que l'électricité reste aujourd'hui un service public et que l'exploitant ne peut pas du jour au lendemain arrêter son exploitation. Et enfin, sur l'aspect formation dont je parlais, qui est aujourd'hui très demandé pour la formation des techniciens, à pouvoir exploiter les mini-centrales en exploitant bien sûr la jeunesse qui est sur place, donc dans la localité, afin de donner aussi de l'emploi à ces jeunes-là. Donc sur le slide suivant, je parlerai un peu sur, donc en gros pour résumer sur la société Lead Engineering, on fait des études de conception d'ingénierie. On est aujourd'hui sur des appels d'offres ou sur des manifestations d'intérêt, dont la manifestation d'intérêt la plus récente, c'est avec EDF Côte d'Ivoire pour le développement de toitures solaires. Donc, on est parti à un groupement d'entreprises. On réalise également des prestations intellectuelles, que ce soit pour les consultations. On est aussi sur la formation haute tension ou basse tension, notamment sur les réseaux d'électricité nationale, avec tous les remplacements qu'il y a aujourd'hui, que ce soit au niveau des cellules ou encore les interconnexions électriques, où on travaille sur la formation sur le nouveau matériel pour le personnel d'exploitation de maintenance. Donc, au cas où vous aurez des questions ou des précisions, vous pouvez à tout moment aller consulter notre site Lead Engineering pour plus d'informations. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci beaucoup Herman pour à la fois vous aussi, la qualité de votre intervention et la parfaite maîtrise du temps de parole. Vous servez de modèle ainsi que les autres intervenants pour les futurs intervenants. Et je transmets immédiatement et sans plus attendre la parole à Christophe Guillard qui nous attend, qui nous accueille et qui va nous expliquer ce que fait l'entreprise qu'il a fondée, qu'il a créée, qui s'appelle Tekeria et qui est basée en région parisienne, si je ne me trompe pas. Christophe, vous avez la parole pour vos 5 minutes, montre en main. Tout à fait, on est basé en région parisienne, mais pas que, car nous sommes également basé à Casablanca. Donc en fait, Tekeria est une société que j'ai fondée en 2013, avec 8 ans déjà, et nous travaillons dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2015. Petit à petit, nous sommes intervenus principalement dans le secteur de l'éolien en France et en Europe, mais de plus en plus, nous cherchons à nous développer et à intervenir dans le secteur de l'éolien et du photovoltaïque, mais également dans l'off-grid et l'électrification rurale, en fait, dans des pays d'Afrique aussi bien orientale que centrale. Donc nous intervenons, je n'ai pas de présentation pour ça, parce que nous sommes, je dirais, la continuité de tous les précédents interlocuteurs que l'on a pu avoir aujourd'hui, car nous intervenons sur la phase de chantier. Bon, nos principaux collaborateurs interviennent directement sur les chantiers afin de réaliser et de construire tous ces parcs, qu'ils soient éoliens, photovoltaïques, également hybrides, car c'est de plus en plus la tendance, principalement en Afrique, pour électrifier ce magnifique continent. Donc, nous envoyons toutes nos équipes sur place. Nous essayons, autant que faire se peut, de faire intervenir des acteurs locaux de telle façon à laisser également pour la suite, pour la maintenance, le soin aux équipes de pouvoir intervenir tout seuls. Car c'est bien d'installer l'électricité, de leur amener l'électricité, le courant, mais par la suite, en fait, il est important pour eux qu'ils puissent également le maintenir tout au long dans le futur. Et également, ce que nous cherchons à faire lorsque nous intervenons dans des pays, notamment je pense à un appel d'offres sur lequel nous répondons actuellement au Bénin, donc au sud du Niger, où nous serions en charge de l'électrification de 9 villes. Nous allons intervenir également avec des étudiants français sur du partage de savoir et sur du bénévolat au titre de Tekeria, de telle façon à leur apporter notre savoir-faire français, principalement sur l'éducation de la population. Car en effet, ce matin, vous le disiez, l'électrification peut apporter un meilleur niveau en termes d'électricité et d'économie, mais également l'éducation est primordiale. Un enfant sans électricité
ne peut pas éduquer, ne peut pas avoir un bon niveau scolaire. Donc, il est important qu'ils aient cette qualification, mais également, nous essayons de leur apporter un plus avec des étudiants français qui vont leur apporter, de par leur bénévolat et de par l'action de Tekeria, un soutien scolaire pour que dans le futur, nous puissions sortir également, essayer de tirer vers le haut toutes ces populations. Voilà, donc Tekeria est prêt à intervenir sur différents chantiers en Afrique. Je reste à votre disposition si vous souhaitez, si vous avez des questions, Pascal. Je peux y répondre sans aucun problème. Merci beaucoup, Christophe. Je suis certain qu'il y aura des réactions et des questions parce que votre présentation était, comme les précédentes évidemment, attractive. On sent qu'en fait, et c'est quelque chose qui me frappe depuis que vous vous exprimez les uns après les autres, il y a une vraie passion dans vos activités, dans vos métiers. On voit qu'il y a un vrai attachement même au projet de territoire que vous développez en lien avec les élus ou les populations. Alors, on va voir si c'est le cas également d'Antonia qui nous rejoint. Antonia Orsoni Bufano, vous êtes responsable du développement chez Blue Solutions. Blue, on voit à peu près la direction que vous allez nous proposer en termes d'énergie, mais peut-être qu'on se trompe un petit peu. Je précise que vous êtes basé en Bretagne, qui est une région française typiquement connue pour sa façade maritime. Mais j'en dis pas plus, c'est vous qui avez la parole pour 5 minutes. Merci Antonia. Très bien, mais merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter nos solutions qui aujourd'hui sont en fait des solutions de stockage d'énergie. Donc vous avez certainement en tête quelque chose de marin, mais non forcément. Alors je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous correctement la présentation? Bon, si ce n'est pas le cas, je vous invite à m'interrompre. Donc voilà, donc comme je le disais, Blue Solutions est une société qui est spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie d'origine renouvelable et pour lesquelles nous avons des solutions dédiées pour des mini-réseaux d'électrification rurale. Donc, vous voyez ici une première slide de présentation un peu de qui nous sommes. Nous sommes une des filiales du groupe Bolloré, que vous connaissez certainement pour ses activités de transport et logistique ou bien pour ses participations dans des sociétés de communication et médias. Mais nous sommes vraiment dans la continuité en fait du cœur d'activité historique du groupe. Et donc, c'est pour ça que nous sommes basés en Bretagne, où nous produisons dans nos usines notre propre technologie de batterie qui est brevetée, qui a la particularité d'être tout solide. C'est le lithium métal polymère, ou LMP. Ça fait donc partie des familles de batteries au lithium qu'on a pu évoquer à plusieurs reprises durant les précédentes interventions, avec la particularité d'être tout solide. Nous avons une capacité de production de 1,5 gigawattheure dans nos usines de France, mais également au Canada. Et c'est grâce à cette technologie que nous pouvons adresser deux types de marchés. Le marché de la mobilité électrique, notamment avec des applications dans les bus électriques, mais également le marché d'applications stationnaires, que je vais bien sûr présenter aujourd'hui, qui peuvent être connectées au réseau. Donc, on va parler de grandes centrales de stockage qui vont être associées à des centrales type éoliennes ou solaires, mais également des applications off-grid, donc décentralisées, déconnectées du réseau pour du site isolé ou bien des mini-réseaux d'électrification villageoise sur lesquels je vais m'appesantir pendant cette présentation. Vous avez en bas de l'écran quelques chiffres clés pour vous rappeler un peu la solidité de notre offre et de nos produits, puisqu'on a maintenant plus de 10 ans d'expérience dans la commercialisation de cette technologie. On est actif dans une vingtaine de pays sur les 4 continents, avec un focus bien évidemment sur l'Afrique et sur ces solutions hors réseau. Nous avons aujourd'hui une trentaine d'installations qui sont en opération. Vous voyez un peu sur la carte notre présence. Ça représente 8 mégawattheures installés aujourd'hui, avec un pipe croissant en développement. Aujourd'hui, quand on parle d'électrification rurale, alors il y a plusieurs problématiques, challenges qui ont été évoqués par toutes les personnes qui ont parlé avant moi. Moi, je vais m'appesantir sur les contraintes techniques de cet accès à l'énergie, puisque nous fournissons des solutions techniques. Aujourd'hui, on parle de sites qui sont dans des environnements complexes, qui vont mettre à rude épreuve les équipements, parce que les températures extérieures vont être très élevées, parce qu'on va être en même temps au cœur de l'humain. Il va y avoir des hommes, donc il faut des solutions qui sont sûres pour l'environnement et pour les personnes. On va avoir des problématiques de qualité de service,
souvent, on va avoir. Alors, il a été évoqué des solutions qui peuvent être très bon marché pour offrir des tarifs très bas aux populations, et on comprend cet enjeu-là, mais derrière, attention aux performances et à la durabilité de ces systèmes dans le temps. Il y a une problématique d'accessibilité de ces sites-là. On parle de sites qui vont être éloignés, loin des capitales, loin des ports d'approvisionnement, avec sur place parfois des manques de moyens et de compétences pour installer tout ça. Donc, il faut des solutions qui soient faciles d'accès, enfin faciles à installer et faciles à acheminer. Et enfin, de la guerre pour les solutions de mini-réseau, c'est la bancabilité, la rentabilité de ces projets, donc la capacité à maîtriser les coûts et en même temps à optimiser les ventes. Et tout ça, nous allons nous les relever grâce à nos solutions. Donc, au cœur de ces solutions, c'est cette technologie, le lithium métal polymère, qui présente comme spécificité le fait d'être très stable aux températures extérieures. Donc, quelle que soit la température extérieure, les performances de la technologie ne vont pas être affectées. Et les garanties, du coup, non plus. Donc, du coup, tout ce qui va être problématique de transport, problématique d'opération dans des conditions extrêmes, ne sont pas du tout un problème grâce à cette technologie. C'est une technologie solide qui a donc une des particularités, c'est la grande sécurité. Il n'y a aucun risque de feu, d'explosion ou autre tracas qu'on a pu apercevoir avec d'autres solutions au lithium. Et c'est une technologie qui est très performante avec une durée de vie calendaire qui est au-delà de 15 ans et une durée de vie cyclique qui peut aller jusqu'à 4000 cycles. Anthony, 30 secondes, c'est terrible. 30 secondes, mon Dieu. Alors, cette technologie, elle fait partie de nos produits. Voilà l'armoire de stockage qui a une capacité unitaire de 250 kWh, qui a été conçue grâce au retour d'expérience que l'on a eu sur le terrain. Et ce produit fait partie intégrante de notre solution, avec une partie conversion et une partie pilotage de l'énergie, puisque nous avons développé nos propres outils de monitoring, donc de EMS, SCADA et outils de monitoring de cette solution. Et en complément, nous offrons des services en amont pour le dimensionnement, la conception et l'intégration de ces produits, et également la mise en service pour l'installation et la maintenance. Du coup, j'avais très vite sur la fin, mais voilà. Et donc, ensuite, une carte des localités sur lesquelles on est. On intervient en tant que fournisseur de solutions techniques, mais également en tant que co-développeur pour des projets d'électrification villageoise. Nous avons récemment été lauréats de projets au Bénin, mais nous sommes également présents au Togo, en Guinée, à Madagascar et sur d'autres géographies que vous pouvez voir sur la carte. Voilà, j'ai dû conclure très rapidement. Et j'espère que j'ai pu être claire, mais n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi et à m'écrire pour avoir plus d'informations sur la solution. C'était très clair. Votre présentation parfois était parfois pas toujours si visible que ça, mais je rassure les participants. Je sais que vous allez nous la mettre à disposition et que en fait on pourra retrouver un petit peu ultérieurement tout ce que vous nous avez présenté. En tout cas, c'était parfait. Je sais que je me suis fait plein d'ennemis déjà cet après-midi parce que je vous coupe avec une incorrection, une impolitesse totale la parole. Il nous reste 4 intervenants et s'ils respectent bien leur temps de parole, on pourra finir à 16h15 comme c'est prévu. Donc, sans plus attendre, je passe immédiatement le flambeau et la parole à Franck Le Sueur, qui est l'associé fondateur de Enekio. Vous êtes basé, alors on était tout à l'heure dans le Grand Est, en Bretagne, vous êtes le sud-ouest de la France, la région Occitanie. Mais pas que. Dites-nous tout. Merci Pierre. Bonjour, donc je me présente Franck Le Sueur, associé fondateur de la société Enekio. Enekio est une société à la base qui conçoit et développe des solutions d'efficacité énergétique. Et je vais vous montrer un petit peu un exemple, comment on est amené à mettre en valeur nos innovations, notamment au Sénégal. Donc je fais mien la phrase de tout à l'heure de Jean-Pascal Tricoire. Effectivement, nous pensons aussi que l'accès à l'énergie est un vecteur de transformation stratégique pour l'Afrique, à partir du moment où c'est un vecteur qui permet d'avoir des impacts sociaux, sociétaux et environnementaux les plus importants. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un impact sur le développement économique et sur la réduction de la pauvreté pour les collectivités sur lesquelles on déploie nos solutions. Alors, juste pour donner un petit élément sur les différentes propositions de solutions qu'on est amené à mettre en place, notamment au Sénégal, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Bon, bien évidemment, on va produire de l'énergie propre à partir du solaire. On se refuse à mettre des backups en groupe électrogène. On va travailler sur l'éclairage public, l'électrification des villages, c'est ce qu'on va voir juste derrière. Mais on s'est rendu compte qu'il faut aussi travailler sur la création d'emplois et de la formation. Il est extrêmement important aujourd'hui d'avoir un transfert de technologie. On est une société avec des solutions innovantes. C'est important pour nous d'avoir ce transfert des technologies et que la population s'accapare les projets, s'accapare les technologies. Aujourd'hui, on va mettre en place dans le village le plus reculé du Sénégal, à la frontière du Mali, les mêmes technologies qu'on va déployer à Dubaï ou à Jeddah en Arabie Saoudite ou en France. Et je pense que c'est un des critères les plus importants, c'est d'amener les dernières technologies dans les villages les plus reculés africains de manière à pouvoir mettre en place des solutions qui soient les plus innovantes et les plus performantes en termes de technologie, mais surtout en termes d'impact pour la population. Donc, on travaille sur des projets qu'on appelle les projets ERI, qui sont en fin de compte le regroupement de 5 villages au niveau d'une communauté. Et la particularité, lorsqu'on a travaillé sur les villages, c'est de travailler sur des villages, de choisir le village. Et notre cible, c'était pas d'électrifier les cases au départ, même si on le fait également, c'est d'électrifier l'aspect communautaire. Il est extrêmement important, il y a des gens qui l'ont cité tout à l'heure aussi, de travailler sur le productif. Puisque si on veut avoir un impact sur le développement économique de la communauté, du village, où il y a du productif. Quand vous avez 90% du lait qui est jeté tous les jours, on peut comprendre que le revenu actuel n'est pas très important, mais que le revenu potentiel est extrêmement prometteur. Et c'est pour ça que, bien qu'on a un premier projet de 74 villages qui sont sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Donc on va électrifier les cases. La particularité qu'on est amené à mettre en place, c'est qu'on va regarder non seulement, on va produire l'énergie, on va transporter, on va regarder l'efficacité, comment est consommée cette énergie. C'est pour ça qu'on est amené à travailler avec la population. Donc on a créé un comité d'électrification rurale avec le chef de village de Marabout et Mam, qui permettent d'éduquer et de travailler, de transférer l'information pour dire que globalement, un équipement que vous utilisez, plus il est performant énergétiquement, plus il sera efficace dans son utilisation et dans son coût de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a aussi du stockage innovant à base d'hydrogène avec un partenaire comme McPhy, dans certains cas, sinon on utilise des batteries, et qu'on va travailler sur des équipements électriques de la maison. Donc on a travaillé sur chaque foyer, on a été amené à regarder quelles étaient les capacités financières du foyer, et derrière chaque prise, quelle était l'utilisation qui est faite des équipements le jour et la nuit. Pour nous, c'est extrêmement important de bien dimensionner le besoin. Pour vous donner un ordre d'idée, 74 villages, ça représente à peu près 90 kg de documentation terrain pour bien dimensionner le besoin des clients. Une des difficultés lorsqu'on fait de l'électrification rurale, c'est de dire combien ils ont besoin d'énergie et leur capacité à le payer et surtout comment on peut accompagner la croissance. Donc, ces études terrain nous donnent la possibilité d'avoir un size de la grille qui est important. Merci Franck. Alors, juste, il me reste un mot de conclusion. Un petit mot. Voilà, un mot de conclusion. En fait, ces études techniques nous permettent d'identifier et de travailler sur l'ensemble des risques et de diminuer, parce que ce qui est important pour les bailleurs, c'est qu'on soit capable derrière de pouvoir travailler sur ces différents domaines. Voilà. Et on répond aux objectifs de développement durable. On travaille avec l'Alliance solaire internationale et on est partenaire, on est copilote du club de transition énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Merci pour votre attention et pour les 30 secondes supplémentaires. Un grand merci en tout cas pour votre intervention. Et puis, on arrive dans les 3 derniers orateurs qui ne sont pas les moins intéressants, hein, rassurez-vous, ils sont vraiment passionnants également. D'abord, on va faire un tour chez Entech Smart Energies avec Monsieur Rioux. C'est Monsieur Gardien. Et voilà. Eh bien, allez-y, vous avez la parole. C'est Monsieur Gardien qui est là. Et donc, vous avez vos 5 minutes, montre en main. À tout de suite. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je suis ravi de participer. Merci à l'AIRF de nous donner l'occasion de présenter nos entreprises dans le cadre de ces rencontres Africa. Donc, moi, je suis Clément Gardien. Je suis business developer export pour Entech Smart Energy. Donc, Entech, de la même façon que Blue Solution, est une société bretonne basée à Quimper.
Donc, on a actuellement une 60aine d'employés. On a fini l'exercice 2020-2021, un chiffre d'affaires autour de 10 millions d'euros et on veut être encore plus ambitieux sur l'année 2021-2022. On vient tout juste d'entrer dans un nouveau bâtiment, dans un nouveau siège social qui a une superficie de 5000 m² et qui est dédié uniquement à l'intégration de systèmes de stockage. Et donc notre nouveau bâtiment est également très moderne, un bâtiment passif avec des panneaux photovoltaïques sur toit. On a 400 kW crête de panneaux photovoltaïques et 2 systèmes de stockage de 2,3 MWh au total qui nous permettent réellement d'iloter le bâtiment. Donc le bâtiment est un micro-réseau en lui-même et le fait de pouvoir l'iloter nous permet de tester, de pouvoir faire des tests de microgrid et d'être d'autant plus efficace dans ce secteur-là à l'avenir. Donc, Entech a plusieurs activités. Donc, on fait du photovoltaïque en toiture pour des clients commerciaux et industriels et du photovoltaïque au sol pour des développeurs. Ces 2 activités-là sont principalement sur la France. Et on fait aussi, comme je l'ai dit plus tôt, du stockage d'énergie. Donc, on a du stockage d'énergie connecté réseau qui vont être plutôt à destination de services réseau, comme de la régulation de fréquence ou de l'intégration des renouvelables, alors principalement sur l'Europe ou sur les territoires d'outre-mer français. Et ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est notre activité microgrid. Donc, on intègre des systèmes de stockage d'énergie pour des applications déconnectées du réseau, d'électrification rurale pour des pays émergents. Donc, dans les activités stockage, donc notre principale référence, notre plus grosse référence à date, c'est celle-ci. Donc, on a un système de stockage de 13 MWh qui est séparé entre 2 systèmes. Donc, le premier fait 5 MWh pour de la régulation de fréquence donc sur ce réseau non interconnecté en Guyane française. Et on a une autre partie du système de 8,5 MWh pour de l'arbitrage qui est piloté par le TSO, par le gestionnaire de réseau actuel de la Guyane française. Donc, ce qu'il faut savoir surtout à propos d'Entech, c'est que on ne fabrique pas nos convertisseurs, on ne fabrique pas non plus de batteries, on est réellement des intégrateurs, des assembleurs. Et donc, on est très flexible. Donc, on est capable de travailler avec différents types de technologies de convertisseurs et différentes chimies, différentes technologies de batteries. Donc, en l'occurrence, cette référence-là que je vous présente, c'est avec Samsung, mais on peut travailler avec d'autres technologies, que ce soit du lithium fer phosphate, du nickel manganèse cobalt ou même du plomb, qu'on va voir un peu plus tard dans les références que je vais vous présenter. Donc, en termes de microgrid, on a également cette référence-là à Haïti. Donc, on a intégré un système de stockage avec 600 kWh de batterie pour faire l'hybridation d'une centrale PV et de plusieurs groupes électrogènes et également faire la synchronisation entre ces différents groupes électrogènes pour apporter de l'énergie en continu à une communauté de communes au sud-ouest d'Haïti. Donc, ce projet-là est pour un client qui est une ONG extrêmement connue et donc on est très fiers. On a également ce projet-là qui est, je pense, très intéressant pour toutes les collectivités locales africaines qui nous écoutent. Donc, on a développé un projet avec un partenaire local qui participe également aux rencontres Africa, qui est Synergie, Salifou Bengali. Donc, c'est notre partenaire local avec qui on a travaillé sur ce projet-là. Donc, c'est pour l'électrification de 2 villages dans la région de Ségou, au Mali, qui est à l'est de Bamako. Donc, on fait la fourniture d'un système hybride, donc avec une centrale photovoltaïque et un système de stockage au plomb cette fois. Donc, ça illustre vraiment notre flexibilité et notre capacité à intégrer différentes technologies. Donc, en l'occurrence, c'est du plomb et on a 500 kWh de capacité. Et notre partenaire local s'occupe de l'installation et aussi du raccordement de tous les abonnés et du réseau basse tension. Donc, sur ce projet-là, la spécificité, c'est que donc on est vraiment distributeur d'énergie, on est vraiment producteur d'énergie indépendant au Mali parce qu'on a signé un contrat d'achat d'énergie avec ces 2 communes-là pendant 15 ans.
Donc, prochaine référence, on a également intégré un système de stockage qui va être couplé à une centrale photovoltaïque et à plusieurs groupes électrogènes en Sierra Leone pour un hôpital pour enfants. Donc, on a un système de stockage avec batterie Samsung, encore une fois, de 225 kWh qui permet d'apporter une autoconsommation, une hybridation en continu et voilà, une autoconsommation pour cet hôpital-là qui est situé dans un lieu complètement déconnecté du réseau. Donc, on a d'autres références, on a d'autres projets en Afrique. On est présent également au Cameroun, mais j'ai choisi de ne pas vous les présenter par contrainte de temps. On est aussi présent au Sénégal. On développe des projets en Eswatini, on développe des projets au Niger. Donc, voilà, on est vraiment très présent sur ce domaine du microgrid. On a envie d'aller encore plus en profondeur et trouver d'autant plus de projets et participer au plan d'électrification de ces pays-là qui sont pour la plupart très ambitieux. Donc voilà, on est déjà présent sur l'Afrique, on a envie de continuer sur le secteur microgrid et voilà, c'est pour ça qu'on pense que c'est intéressant que les collectivités qui participent aux rencontres Africa nous connaissent. Merci, voilà. Merci, un grand merci Clément. Et puis, eh bien, nous accueillons maintenant Adrien Namur, qui représente Artelia. Et donc, vous allez nous expliquer brièvement, mais densément, ce que vous faites et ce que vous proposez. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Pierre et merci aux organisateurs, l'AIRF, Rencontre Africa et l'AFD, pour cette rencontre virtuelle à laquelle Artelia est ravie de participer. Je vais vous présenter brièvement donc Artelia, son champ de compétences, son expertise et les prestations sur lesquelles notre bureau d'études intervient. Et puis, je vais vous faire un rapide retour d'expérience sur certains projets et un focus sur une technologie que nous avons pu préconiser. Artelia est un groupe issu de la fusion de Sogrea et Coteba. Artelia comporte environ 6000 employés, donc 2 tiers en France, 2 tiers, 1 tiers à l'étranger dans la quarantaine de sites répartis sur la planète. Nous avons 55 implantations en France. Artelia a une expérience à l'international très significative, donc de plus de 60 ans, sur des projets énergie, des projets eau, des projets infrastructures. Et un élément important à avoir en tête, c'est qu'Artelia est un bureau d'études indépendant dont le capital est détenu à 100% par ses salariés et son management. En tant que bureau d'études, Artelia, le cœur de métier d'Artelia est l'ensemble des études d'ingénierie accompagnées de la gestion de projet et ainsi que toutes les prestations d'ingénierie financière, d'audit, de conseil de manière plus large. Artelia fait également de la recherche et de l'innovation et participe ponctuellement sur des projets clés en main ou d'ensembliers. Donc ça, c'est l'ensemble de la gamme de prestations que notre bureau d'études propose aux maîtres d'ouvrage publics ou privés, en faisant un petit focus sur la typologie de mission. Je vais passer sur les prestations techniques qui sont listées sur cette slide. Ce qui est important, Artelia accompagne les décideurs pour donner accès à l'énergie au plus grand nombre et sur des projets qui visent à accélérer la transition énergétique. On intervient des études de potentiel à l'analyse de l'exploitation, en passant bien entendu par l'ensemble des études de faisabilité, des études techniques et la supervision des travaux. Je voulais vous présenter 3 projets multisites sur lesquels Artelia intervient, qui sont assez caractéristiques des projets d'ampleur. C'est une assistance technique indépendante qui est proposée au Mali pour les 2 projets de gauche et au Kenya, et qui concerne 50 villages sur le premier, 60 villages pour le deuxième, 23 villages au Kenya. Sur ces projets-là, on participe et on a réalisé des études de la demande en énergie, donc bien caractériser le besoin en énergie. Le cœur du métier d'Artelia, c'est effectivement faire son dimensionnement et concevoir les installations, donc proposer et discuter
avec les maîtres d'ouvrage pour effectuer les meilleurs choix conceptifs. Et ici, je tiens à souligner en fait que en tant qu'ingénierie, on va chercher à proposer la solution technique la plus appropriée au projet. On n'a pas d'équipement à vendre, on n'a pas de système préconçu, on conçoit les systèmes les plus adaptés, optimaux en fait pour le projet en tenant en compte l'ensemble des enjeux et des critères du projet. Pour finir, peut-être un petit focus sur un choix technique conceptif qui peut être fait selon les projets. Vous avez ici des photos, des illustrations du projet Cher au Mali sur lequel les bâtiments qui accueillent les énergies, les équipements de stockage et les équipements de conversion ont été réalisés dans un ouvrage maçonné, un bâtiment maçonné qui a plusieurs avantages. D'abord, c'est une technique qui est très bien maîtrisée, localement, donc avec une main-d'œuvre locale. C'est une technologie qui permet d'assurer un refroidissement passif et d'avoir une isolation sur mesure. Donc voilà, ce type de bâtiment peut avoir son intérêt, en tout cas sur ce projet, pour ces petites puissances, c'est la solution technique qui a été retenue. Et puis, en tant qu'ingénierie, on peut aussi considérer qu'il faille reconsidérer ce choix technique. Et sur Phare, donc, qui est le deuxième grand projet de 60 localités sous financement AFD, qui est actuellement en cours, nous avons recommandé et retenu, spécifié des solutions par conteneur. Donc, on a eu plusieurs présentations avant moi d'ensembliers. Et donc, voici pour ce projet, en tout cas, une approche qui nous semble pertinente, considérant la caractéristique multisite du projet et la nécessité de monter en qualité et en capacité de déploiement sur site par l'installation en usine, par le pré-câblage et par les pré-tests avant l'expédition des équipements. Eh ben, c'est sur cette belle présentation et ce bel exemple que malheureusement je vais reprendre la parole pour la redistribuer à l'instant, en évidemment m'excusant auprès d'Adrien et en remerciant Yves Magne. Yves, vous êtes avec nous. Vous êtes de la Fondation Énergie pour le Monde, la FONDEM, et donc vous serez le dernier panéliste, mais je sais que vous avez également beaucoup de choses à nous dire dans un temps extrêmement contraint. À tout de suite. Merci Yves. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, donc à la Fondation Énergie pour le Monde, ONG, à but non lucratif, nous travaillons dans le domaine de l'accès à l'électricité par énergie renouvelable, là où il n'y a pas de réseau, depuis 1990. C'est-à-dire que nous avons essuyé tous les plâtres, puisque à cette époque-là, c'était vraiment pionnier de se lancer dans ce domaine-là. Au fur et à mesure du temps, nous avons travaillé sur les usages sociaux, nous avons travaillé sur le domestique, puis nous avons travaillé sur les activités économiques qui sont, vous le savez, au fur et à mesure du temps, le fer de lance de la pérennité des infrastructures électriques en décentralisé. Nous avons, et avec beaucoup de plaisir, écouté des intervenants, surtout privés, fabricants, distributeurs, installateurs, et je pense qu'il est important, et c'est là où nous nous situons aujourd'hui, de considérer les maîtres d'ouvrage. Qui sont les maîtres d'ouvrage des projets qui ont été évoqués? Ils ont été, jusqu'à maintenant, ils le sont encore, les ministères de l'énergie, c'est-à-dire les gouvernements des pays que nous avons cités. Mais on voit bien qu'une maîtrise d'ouvrage très éloignée de l'usage de l'électricité pose problème. Et donc, et c'est tout à l'honneur de l'AIRF, d'avoir voulu développer l'implication des collectivités territoriales et locales dans le secteur qui est le nôtre. En effet, ce sont elles qui, le plus proche des usagers, connaissent les questions d'aménagement du territoire, les questions de développement d'emploi, les questions d'usage de l'électricité, comment celle-ci peut permettre un développement économique de la région. D'autre part, la région est un maître d'ouvrage intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle ne considère pas simplement une localité, mais des groupes de localités, ce qui facilite la pérennité des exploitants lorsqu'ils peuvent être regroupés au sein de grappes de localités. C'est dans ce cadre-là qu'au fur et à mesure du temps, nous avons développé, parce qu'on en rendait compte de l'utilité,
d'un outil, d'une méthodologie de planification de l'électricité. Où électrifier, où il y a les meilleures chances de pérennité du service de l'électricité. Ensuite, quelle est la demande? Plusieurs intervenants se sont intéressés à cette question. La demande et la capacité de paiement est fondamentale. Mais aussi, dans ces localités, où sont les usages productifs de l'électricité? C'est important de les connaître, mais encore faut-il savoir les faire développer. Ça ne naît pas tout seul, peut-être à l'inverse de pays industrialisés. Il y a l'électricité, mais qui va être en mesure de l'utiliser pour des activités productrices de l'électricité. Et ça, c'est une question absolument indispensable. Donc, nous nous situons aujourd'hui comme soit maître d'ouvrage délégué, soit assistant à la maîtrise d'ouvrage, parce que un maître d'ouvrage régional, un maître d'ouvrage communal n'est pas compétent dans ce domaine-là. Et c'est normal, au même titre qu'un maître d'ouvrage n'est pas compétent pour faire un pont ou faire des tunnels. Donc, nous apportons cet appui tant au niveau des collectivités territoriales des pays d'Afrique subsaharienne particulièrement, mais aussi auprès de leurs partenaires français, par exemple, dans le cadre de la coopération décentralisée. Aujourd'hui, nous travaillons sur plusieurs projets dans ce cadre-là, que ce soit avec la région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit avec le département Ille-et-Vilaine, sur un certain nombre de pays comme le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso ou Madagascar. La plateforme vous donnera toutes les indications supplémentaires pour nous joindre ou pour connaître les différentes références, que ce soit par des documents ou par des vidéos. À très bientôt, je le souhaite. Merci beaucoup Yves pour ce témoignage un peu conclusif, à la fois percutant et efficace. Pour ma part, il me revient non pas le mot de conclusion, mais le mot de clôture de cette séquence avant de passer la parole à Marc qui va nous rejoindre dans un instant. D'abord pour m'excuser de la cruauté avec laquelle j'ai coupé certains de nos intervenants, non pas qu'ils n'étaient pas intéressants, mais parce que, hélas, c'était la tâche ingrate qu'on m'avait assignée. Vous remercier évidemment pour la qualité des présentations qui ont été faites, ainsi que pour votre écoute. Vous êtes très nombreux à suivre ces rencontres Africa et vraiment, on est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, comme il faut bien aussi faire la promo de nos propres activités, je vous donne rendez-vous évidemment pour les prochaines séquences que nous organisons avec 2IF, l'Institut national pour la francophonie, et notamment l'Université francophone d'été en juin, qui sera 100% digitale et 100% gratuite. Donc, n'hésitez pas à suivre également nos actualités et nos activités. Un grand merci à tous. À très bientôt. Merci Pierre. Merci parce que la situation était impossible en fait. Hein. Et on t'a fait faire un exercice, j'en suis désolé, qui était un exercice d'équilibriste. Alors c'est vrai qu'on a pris 20 minutes de retard, mais c'est pas toi le responsable, c'est nous, parce qu'on avait trop de gens dans cet atelier et qu'effectivement, c'est vrai que ça intéressait beaucoup de monde. Donc on a pris 20 minutes de retard, on est désolé. Et donc, ce qui veut dire que la conférence, eh bien, elle va probablement, sur l'électrification des bâtiments publics, va probablement durer jusqu'à 17h ou 17h05. Et on va demander à Thomas Mézaros, alors, je voulais m'excuser auprès du GRS, Alexis Cogel, qui devait intervenir aussi en témoignage. Vous avez là, sur l'espace exposant, vous avez un espace qui est très bien renseigné parce que en fait, c'est vrai que le GRS était particulièrement pertinent aussi sur sur ce sujet. Et donc, dès que vous aurez 2 minutes, allez voir sur l'espace du GRS ou regardez ou discutez avec Alexis Cogel parce qu'en fait, sur les mini-électrifications des zones, ils ont fait beaucoup de choses.